Prenons notre partie des émotions, des régulations émotionnelles. C'est une très bonne question. Comment être plus fort que son cœur face à une peur? Je vais vous amener d'essayer d'avoir un changement de perspective. L'expression être plus fort que son cœur part du principe que la peur est un ennemi. Mais imaginez-le comme un conseiller. Un allié. Un conseiller un peu anxieux, des fois catastrophiste, mais qui a quelque chose, souvent, qui a quelque chose à vous dire, qui a des infos importantes. Du coup, là, l'objectif devient ne pas être plus fort que la peur, mais d'agir malgré elle. Bien sûr, il faut s'en approcher progressivement, c'est-à-dire pas fuir ni foncer sans savoir où on va, mais d'avancer petit à petit, essayer de comprendre, écouter et parce que ça vous dit, quoi. Parce que ce conseil vous amène, vous apporte. De ne pas le faire taire, d'écouter et de décider si c'est plus utile, puis choisissez comment agir. Des fois, la peur peut diminuer l'action, mais pas la réflexion. Et plus on attend, plus elle grossit. Alors, agir, écouter et avancer progressivement. Aussi, des fois, ça peut être paralysant. Oui. Des fois, ça peut être paralysant. Des fois, ça peut être... vous ne savez pas quoi faire. Mais je trouve que les personnes courageuses ne sont pas les personnes qui n'ont pas peur, mais les personnes qui agissent malgré cette peur. Ouais. Et peut-être y aller avec un ami ou des amis. Lorsqu'on a trop peur d'aller en parler, et puis de demander quelqu'un qui accompagne. Ça ne fait pas de mal. Je voulais juste dire quelque chose. Il faut tout d'abord identifier sa source de peur. Parce que la paix peut être induite, si je dirais. D'une part, ça te dit il faut garantir ma sécurité. Mais aussi de l'autre part, il te dit il y a une partie d'ombre que tu dois y travailler. C'est pour dire que pour la sécurité, tu anticipes la menace. Mais pour les zones d'ombre, tu anticipes la croissance. Il faut faire face à ces deux de perspectives. Et l'autre part, il faut aussi y travailler. Il faut confronter ta peur. Comme par exemple, comme initier des dialogues intrapersonnels. In a dialogue, how do you call it? Des dialogues internés en soi-même et aussi que tu engages vraiment à voir deux façades. La façade dont ta peur t'amène et aussi la façade dont tu essaies vraiment d'être factuel et tu confrontes cette peur. Et ça va t'amener en tout cas à y travailler. Et du coup, je crois que si tu fais face et d'y aborder de ta manière aussi,
il faut connaître de quoi faire. Si c'est la menace, il faut connaître comment se comporter. Et si aussi t'amène à se dépasser, là j'évoque les zones d'ombre dont tu dois travailler, et aussi ça va t'amener à croître. C'est ça juste que je voulais ajouter. Oui, je vais donner un exemple de quelque chose que beaucoup de gens ont déjà vécu, mais qu'on ne sait pas comment appeler. C'est on appelle panic attack, une crise de panique. Freya l'a mentionné tantôt, c'est quand son cœur s'emballe, tu trembles, il y a de la sueur partout, c'est paralysant, on a l'impression de carrément mourir. Malheureusement, ça peut arriver n'importe où, en classe, dans les transports en commun, en public. Donc oui, ça peut ça peut entraîner un état de crise. Oui. Je pense que pour répondre à la question, d'abord il faut savoir ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Donc c'est la capacité globale à identifier, à comprendre et à utiliser, et donc utiliser pour gérer ses émotions ainsi que celles des autres. Donc c'est comme ça qu'on peut définir l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle inclut la conscience de soi, l'empathie, la gestion des émotions et des relations, et aussi la capacité de les exprimer et de les adapter suivant la situation. Donc, on peut dire que c'est une compétence précise et à l'intérieur, donc, à l'intérieur de cette intelligence émotionnelle. Tandis que la régulation émotionnelle, c'est une partie de cet ensemble. Donc, c'est de cet ensemble. Donc, c'est une partie de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est avoir le contrôle sur les émotions, qu'on peut les réguler. Donc, si tu te sens que vraiment tu vas pleurer et dans une situation qui n'est pas favorable, tu peux être capable de gérer les larmes pour que tu restes la personne et laquelle que tu veux être. Le fait de cacher les émotions derrière un sourire ne signifie pas nécessairement avoir une forte intelligence. Mais aussi, c'est une capacité de contrôler, donc d'avoir la régulation des émotions. Mais si tu caches systématiquement les émotions, c'est que bientôt ça va te fragiliser. Donc c'est comme refouler les émotions. Donc j'ai perdu ma mère, je ne vais pas montrer que je suis faible alors que ça me touche. Et donc bientôt ça va, tu vas exprimer cette émotion d'une façon qui n'est pas contrôlée. Donc, une forte intelligence émotionnelle, c'est des pouvoirs équilibrés. Parfois contenir et parfois exprimer. Donc, c'est pas exprimer n'importe où. Et c'est savoir quand et comment exprimer mes émotions. Oui.
j'aimerais ajouter quelque chose. C'est sourire alors qu'on est triste, alors qu'on n'est pas bien. Ça revient à ce qu'on a parlé de la sécurité. Est-ce que je suis safe là où je suis? Est-ce que je peux exprimer réellement ce que je ressens? Est-ce que je peux être triste vraiment? Ou il faut que je me protège. Je souris alors que je ne vais pas bien. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir, c'est de connaître ses émotions. Je connais ce que je ressens et je choisis de le montrer ou pas. C'est ton choix. C'est pas la situation, c'est pas le contexte qui t'oblige à montrer tes émotions ou pas. C'est toi qui choisis comment et quand montrer tes émotions. Donc, le sourire peut être un masque. Un masque qui dit que tu n'es pas permis à exprimer tes émotions. Alors que ça ne veut pas dire que tout le temps, tu n'as pas une permission d'exprimer tes émotions. La confiance en soi ne se construit pas seulement à travers les réussites. Je crois qu'on a déjà dit que les réussites et les échecs font partie de la vie. Elles se construisent aussi à travers les expériences, à travers les erreurs, à travers les apprentissages. Donc, ils font partie de l'expérience de la vie de chacun. Si nous venons dans la communauté des étudiants donc, qui réussissent à développer une capacité importante, donc d'avoir la capacité de savoir tolérer les imperfections, donc saura les aider à comprendre que l'erreur ou bien l'échec fait partie de son apprentissage. Oui, mais c'est pas évident de... Oui. Par exemple, si ton professeur te demande de répondre à une question et que peut-être tu commets une erreur, donc ça fait partie de la vie d'un apprenant. Oui, il faut apprendre. Oui. Et aussi, il faut accepter que les critiques peuvent aussi être utiles dans la vie. Mais ça dépend de la façon dont on fait de critique. Peut-être s'il y a des commentaires, des ajouts qu'on te donne, et aussi des corrections qu'on te donne, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et aussi, la progression est plus importante que la perfection. Parce que maintes fois, on se dit qu'on est parfait. Et si je suis parmi les élites de ma communauté, on se dit que donc, on est toujours parfait. On reste accroché sur l'imperfection. Alors que pour progresser, il faut des fois qu'il y a des erreurs et des corrections qui viennent de quelqu'un d'autre. Quand une personne développe son estime de soi plus stable, et elle peut exprimer ses idées librement en acceptant qu'il y a des corrections qui vont se faire. Et en acceptant que peut-être tu peux commettre des erreurs dans les idées que tu es en train d'exprimer. Il faut aussi rester curieux ou bien curieuse des défis que tu vas rencontrer et aussi prendre des initiatives et aussi collaborer avec les autres sans comparer. Par exemple, je peux engager une discussion
Mais en voulant que l'autre doit rester toujours dans mon point de vue. Et donc aussi mon point de vue. Alors que peut-être si tu viens avec un autre point de vue, ça va m'aider à apprendre de plus sur ce sujet. Il faut avoir un esprit ouvert. Oui, donc il faut avoir un esprit ouvert, il faut avoir la confiance en soi. Si on te corrige, ça ne veut pas dire que tu es nul. Donc, c'est que je vais apprendre de ce que tu vas ajouter sur mon point de vue. Et souvent, ressentir plus de liberté intérieure et plus de créativité et plus accueillant aux idées des autres. Parce qu'on n'est pas suffisant, il y a les autres pour qu'on avance ensemble. Je peux ajouter? Oui. Je pense que dans cette discussion aussi, c'est la confiance en soi et peut-être la peur d'exprimer ses idées, ça pourrait aussi être une peur de ne pas répondre aux attentes des autres. Il peut y avoir certains codes et certaines normes qui font que certaines idées ou certaines façons de s'exprimer ne vont pas être cohérentes avec les attentes des autres. Comment alors faire la part des choses? Et je pense que c'est une discussion autour de accepter d'être qui on est versus la pression qui pourrait être posée de se conformer aux attentes des autres. Et souvent, on confond la pression de devoir se conformer aux attentes versus l'appartenance. Donc, l'appartenance avec la pression de se conformer versus l'appartenance avec tout simplement, on inclut la personne telle qu'elle est. On inclut telle qu'elle est. Lorsqu'on se dit, j'ai peur d'exprimer qui je suis ou mes idées, quelque part, on a peur. Parfois, ça peut être cette peur-là de l'erreur, mais ça pourrait aussi être la peur on va me dire on va me faire comprendre que je ne suis pas en train de répondre aux normes, par exemple, aux normes ici. Et comment gérer ça soi-même? C'est vraiment, encore une fois, cette discussion avec soi. Qui est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonne soi-même? On accepte de s'abandonner soi-même dans cette discussion, ou on accepte d'abandonner cette condition d'appartenance au groupe dans le profit de se dire je vais quand même me présenter comme je suis. C'est une forme presque de sacrifice, parce que c'est un paiement quelque part. Il y a un paiement là ou il y a un paiement là. Il faut aussi connaître comment travailler sur ces séquelles du passé. Parce que parfois, les séquelles du passé peut s'immerger, si je dirais, à tout ce qu'on peut envisager, tout ce qu'on peut recevoir de l'autre, et même tout ce qu'on peut initier en guise personnelle. Il faut aussi y faire face, il faut aussi y travailler. Ça l'acquiert, ça va répercuter dans toute ta vie. Il faut aussi connaître, en tout cas, quelles sont les séquelles du passé et aussi faire face. J'aimerais dire, je ne sais plus ce que je vais dire, comme on vient de le dire, il y a pas une personne seule qui existe. On a besoin d'autres, parce qu'on est des êtres sociaux. Alors, ne pas être affecté par ce que les autres disent, c'est impossible, je dirais. Je ne sais pas, impossible. Ou c'est... c'est impossible. Je tourne la question dans la tête, mais c'est impossible. Mais on peut faire que ça ne dirige pas notre vie. Ça peut nous affecter, mais est-ce que ça va diriger, est-ce que ça va affecter comment la personne que je suis? Alors, moi, face à des critiques ou à
à des situations pareilles, il y a une question que je me pose. Je me pose, est-ce que cette personne me connaît réellement? Est-ce que son point de vue compte vraiment pour moi? Si la réponse est oui, alors j'écoute. Parce que ce qu'elle dit peut être précieux ou ça peut augmenter quelque chose dans ma vie. Si la personne ne me connaît pas et que son point de vue, ça importe peu, alors c'est une information, pas une vérité. Intéressant. Oui. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident de vraiment avoir ou être à cette situation, à ce stade d'avoir, j'aime bien comment Emmanuel a dit, avoir des inner monologues, de se parler, de se demander des questions comme ça. Il faut développer quelque chose que j'ai appelé un système de valeurs internes qui sont solides. Comme ça, s'il y a des opinions externes, ils ont moins de valeur parce que tu sais ce que tu es, qui tu es, pardon. T'as tes valeurs, tu les connais. Oui. Moi, j'étais en train de me dire que je suis d'accord. On est affecté. C'est comme si on irait dans un bassin d'eau et puis il y a une couleur. Elle est teintée de telle couleur, elle est teintée de telle couleur. Ou même si on est dans un bocal d'air, elle a tel parfum, ça va nous paraître comme quelque chose de bienveillant, ça va nous paraître comme quelque chose d'étouffant, ça va nous paraître comme quelque chose qui nous stimule, qui nous motive, ou ça va nous paraître comme quelque chose qui nous éteint, qui nous opprime. Ce serait aussi de se rendre compte, tout simplement, tiens, ça m'affecte, et puis d'observer son dialogue interne, comme tu dis, de se dire, est-ce que ça m'affecte et je suis en train de me dire, c'est moi le problème, ou est-ce que ça m'affecte et je peux mettre la part des choses aussi à l'environnement. Cet environnement affecte, parce qu'ici, les croyances autour de ce que je représente, par exemple, sont négatives. Et ça va m'affecter aussi. Ça va affecter la manière dont je me sens en sécurité par rapport avec ça, et comment est-ce que je vais m'engager, comment est-ce que je vais me sentir à l'aise, etc. Donc, mais ne pas se dire, mon Dieu, c'est moi la source, et c'est à moi de changer, c'est à moi de... Et on passe par des phases. Peut-être au départ, on se dit, il y a quelque chose qui m'appartient, que je dois changer. Ou il y a quelque chose que je peux contrôler pour que ça ne change pas. Peut-être si je agis de telle manière, ça va m'arranger mieux. Et c'est là où quand tu dis, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître qui on est, il faut savoir reconnaître qu'on est une bonne personne, savoir ce jugement négatif leur appartient. Mais alors comment trouver un bassin d'eau, un aspect, un bocal d'air qui nous nourrit, qui nous stimule. On n'est pas obligé d'aller toujours dans ce bassin étouffant. On peut aller en chercher d'autres aussi. Et si on n'a pas d'autres, on se dit, ok, on se projette peut-être dans 1 an, 2 ans, on sait qu'on va rencontrer un autre bassin plus. On sait comment on va reconnaître un bassin qui nous nourrit. Je vais l'interpréter de cette manière-ci, parce que je pense qu'on pourrait l'interpréter de différentes manières. Je me dis que la question est posée dans le sens de individualiste versus collectiviste. Donc individualiste, ça veut dire l'accent est mis sur l'individu, et le collectiviste, c'est l'accent est mis sur le communautaire, la collectivité, pardon. Dans l'approche individualiste, le bien-être passe par pouvoir reconnaître ses besoins, pouvoir reconnaître son niveau d'énergie et le protéger, pouvoir reconnaître ses valeurs et ses choix et les protéger. Ça fait partie de ce qui va contribuer au bien-être de l'individu. Dans l'approche collectiviste, où l'accent est plutôt mis sur la collectivité, on va plus mettre l'accent sur l'harmonie de la collectivité. Qu'est-ce qui fait que
dans la collectivité, on se sent bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste solidaire l'un envers l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on appartient? Il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Dans les deux, il y a des bien-être, mais le bien-être passe par des stratégies différentes. Bien sûr, il y a certains qui vont avoir de plus grandes forces que d'autres. Par exemple, dans une approche plus collectiviste, on fait partie d'un groupe, on va pouvoir bénéficier d'une certaine solidarité, on va pouvoir bénéficier d'un sens, il y a une histoire, on est ancré dans une histoire, on n'est pas seul. Dans le côté plus individualiste, on n'a pas une pression de se conformer. Donc on peut être plus individuel sans se dire si je suis plus dans mon identité individuelle, je peux menacer une identité collective. Mais il y a d'autres risques. Il y a aussi une pression de devoir réussir seul, et aussi une pression, peut-être parfois un certain isolement. Donc, suis-je mauvaise si je décide d'être individualiste? Je dirais non. Même si on décide d'être collectiviste, je dirais non plus. La richesse, ce serait de voir peut-être même comment les deux peuvent être combinés. Reconnaître là où on est prêt à donner de soi, là où on a des limites. Lorsqu'on ne se sent pas bien, de reconnaître que peut-être on a atteint certaines limites, qu'il peut y avoir cette validation aussi du point de vue interne, sans se stigmatiser. Donc c'est une très belle question, et je pense que la réponse appartient à tout individu. Ici, individualiste, ce n'est pas de dire je vais faire du mal à quelqu'un, c'est pas de dire je ne vais même pas entrer en contact avec les autres, c'est pas du tout ça, c'est plutôt reconnaître ses besoins, et je pense que c'est une approche comme une autre. C'est intéressant comme question, parce que aussi dans notre communauté africaine, être individualiste c'est mal vu, alors que être dans la communauté, appartenir à la communauté, c'est pas c'est une vertu, je ne sais pas, peut-être que je m'avance, mais aussi ce que je comprends dans cette question, c'est aussi c'est de comment poser les limites, des frontières. Je ne suis pas égoïste si je pose des limites. Je ne suis pas égoïste si je connais, si je ne laisse pas la personne affranchir les frontières que j'ai mis, des frontières saines que j'ai mis. Je crois que la question c'est du relativisme. Il faut relativiser. Dans quelle manière être individualiste, ça peut m'aider. Aussi dans quelle manière, dans quelle perspective être collectif aussi, ça peut m'aider. Il faut aussi qu'on relativise dans ce sens. Et que chaque approche ne te limite pas. Par exemple, il y a les gens qui sont collectifs, qui ne peuvent pas aller au restaurant seul. Donc, tu peux passer la nuit sans manger parce que tu n'as pas trouvé les collègues pour aller au restaurant, alors que c'est un besoin que tu as. Donc, il faut jouer qu'il n'y a pas... Donc, qu'on reste relatif à être individualiste et à être collectif. Parce que aussi, il y a d'autres qui sont gênés par la présence des autres dans un lieu quelconque. Il y a l'autre chose qui me vient en esprit, c'est que tout en relativisant, il faut qu'on soit conscient toujours à ce qui concerne notre type de personnalité. Parce que lorsqu'on est extro, cela veut dire que la tendance, c'est du collectivisme. Lorsqu'on est lorsqu'on est introverti, tu auras toujours tendance à l'individualisme. Il faut aussi connaître notre type de personnalité. Car, en tout cas, le type de personnalité que nous avons joue un rôle quasiment important dans ce processus d'individualiser, de collectiviser, mais aussi de relativiser.
Je vais aussi l'interpréter de cette manière-ci. Je pense que c'est une question vraiment intéressante d'introspection. Et la manière dont je l'interprète, c'est comment savoir si on fait du mal aux autres. Être toxique, quand on mange quelque chose de toxique, on empoisonne, on est empoisonné. Et je pense que déjà, si on se pose cette question, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question sur comment est-ce que j'impacte l'autre. Et il y a moyen de s'en rendre compte de différentes manières. On peut observer, peut-être on peut se dire, ok, moi quand je dis telle chose, je remarque que la personne se saisit ou se renfrogne ou prend du recul. Il y a cela. Et il y a aussi ce qu'on peut évaluer de nous-mêmes lorsqu'on est par exemple stressé ou fatigué. Si on devait faire une auto-évaluation de la manière dont on est autour des gens, est-ce qu'on est calme ou est-ce qu'au contraire on est plus énervé, on donne des réponses plus stressantes et dans tout ça, est-ce qu'on est capable d'offrir reconnaissance et réparation lorsqu'on a fait du mal? Parce qu'on peut faire du mal, n'importe qui peut faire du mal sans le savoir, ou même en le sachant, peut-être sur un coup de colère. Mais est-ce que par la suite, on est capable de reconnaître la douleur qu'on a causée et puis offrir une certaine forme de réparation à l'autre personne? Je pense que l'observation, l'introspection, la capacité à reconnaître et à offrir réparation sont tous des éléments qui font qu'on peut éviter d'être un élément qui peut être perçu comme toxique par une autre personne. Moi, j'allais amener l'idée narrative de se séparer la personne avec Donc, la personne ne peut pas être toxique. Peut-être les gestes, peut-être les actions, peut-être la situation qu'elle est en train de vivre peut être toxique aux autres. Donc, la personne même, elle ne peut pas empoisonner les autres. Donc, ces réactions, ces gestes, c'est pour parler tous ensemble. Donc, on essaie de séparer la personne avec le problème qu'il a. Oui. La personne toxique, une personne toxique, ce sont des mots qui sont un peu, comment dire, popularisés avec les social media. Donc, toxic person. Cette personne est toxique, cette personne est toxique. Alors, j'aime bien comment tu viens de répondre. La personne n'est pas toxique, mais ses actions peut-être ne convenir dans un tel moment. Mais la personne, elle, n'est pas toxique. Mais ses actions peuvent être toxiques. Toxique, ouais, je trouve que ça... Oui, ça a été vraiment popularisé avec les réseaux sociaux. Il y a l'autre astuce qui me vient en aide, c'est comment savoir si on est toxique. Aussi, il faut demander, être toujours prêt à recevoir des feedbacks, ces feedbacks, je crois. Il faut être toujours apte à demander, mais aussi à recevoir les feedbacks. Et aussi, il faut être en mesure de consommer toutes sortes de feedbacks que tu reçois. Parce que la plupart, si tu n'es pas prêt ou prête, alors qu'on te donne des feedbacks qui sont un peu pesants, si je dirais, sur toi, si tu n'es pas prête, ça fait te fait mal ou bien un peu alourdir sur toi. Il faut aussi être un peu malléable dans ton esprit, dans ta disposition et aussi dans ton attitude. C'est ça. Quand on critique les actes, quand on critique les mots, quand on critique ça peut être léger, plus que critiquer la personne. Oui. Donc, si je dis que quand Emmanuel entre, il y a... Donc, comme il est toxique,
Manuel va hésiter d'entrer. Mais quand on commence à critiquer peut-être la façon dont Emmanuel exprime ses idées, ça nous dérange. Manuel va être capable de changer la façon dont elle exprime ses idées. J'aime beaucoup ça. Oui. Je pense qu'en effet, peut-être la toxicité vient du fait de mettre ce label au départ. Oui. Donc d'enlever ça, d'étiqueter, un peu comme la folie en fait. C'est comme la folie. Oui. Et aussi, c'est vrai, et demander le feedback. Il y a un truc, il faut toujours, on est toujours à l'aise avec nos amis, avec nos proches, avec des personnes en qui on se sent à l'aise. Il faut commencer par là. Il faut commencer à demander des feedbacks de personnes qu'on pense, qu'on anticipe et qu'il n'y a rien de mal de leur part. Et aussi de ce qu'ils disent de toi, de tes gestes, de tes activités, de tes paroles et tout ce qu'on sort. Il faut aussi connaître comment y prendre.